Bonjour Tom. Bonjour Christelle qui anticipe toujours mon bonjour. Euh, Nous sommes le 11 février, c'est le 27e Citrep, hein, après Ouais. ton coup de gueule du précédent. On va voir qu'il y a des changements, mais c'est probablement en trompe-l'œil, puisque les bombardements ont diminué, mais la menace est toujours présente et tout laisse penser que des choses se préparent, contrairement à une accalmie réelle. Euh, et là, il faudra continuer de se méfier parce que ça peut partir à tout moment en vrille. Voilà, je te laisse la parole, tu vas nous dire ça en détail. Merci. Ouais. Durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 5675 fois le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk. Donc on est environ 3 fois moins que la semaine précédente, donc on est revenu plus ou moins à la situation d'il y a 2 semaines. Dont 2527 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, artillerie, mortier et chars d'assaut. Les tirs les plus intensifs ont eu lieu du 4 au 5 février avec environ 800 tirs. Les bombardements ont touché 28 localités de la République populaire de Donetsk. Donc pour moi, l'accalmie relative serait due à l'appel téléphonique qui a eu lieu entre Poutine et Merkel. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui a fuité là-dessus, mais je pense que Poutine a dû dire à Merkel, écoute, tu calmes ton chien ukrainien. Oui. Sinon, ça va déraper et ça va faire bobo. Bah, elle est engagée, hein. Elle est Voilà. engagée, hein. Elle a des responsabilités, hein. Il faut qu'elle force. Ah bah, elle est garante des accords de Minsk quand même, Voilà. hein. La Frau Merkel, hein. Il serait peut-être temps qu'elle se réveille. Mais bon, cette accalmie relative n'a pas empêché l'armée ukrainienne de tirer de nouveau 438 fois durant les dernières 24 heures, dont 129 fois rien qu'hier entre 18h et 1h du matin. Donc après minuit, là, ils se sont lâchés cette nuit, c'était de nouveau festival. Ouais. Ils ont tiré principalement contre les localités de Trudovski, Alexandrovka et Staromikhaïlovka à l'ouest de Donetsk, ainsi que sur le territoire de la zone industrielle près de Yassinovataya, avec des canons de chars d'assaut, de l'artillerie de 152 et 122 mm et des mortiers de 82 et 120 mm. Il faut y rajouter 8 tirs aux lance-roquettes multiples, hein, qui ont refait de nouveau leur apparition durant les dernières 24 heures. Et les nombreux tirs aux lance-grenades, véhicules de combat d'infanterie et armes légères. Les tirs les plus lourds de cette semaine ont touché la périphérie de Donetsk, donc toute la périphérie ouest et nord, Yassinovataya, Gorlovka et tout le sud de la RPD, donc toute la zone de Sakhanka, Komintarnovo, Gezimenoye, dont des tirs de 152 mm et de lance-roquettes multiples grades qui ont frappé les positions de l'armée de la RPD près du centre Volvo à côté de l'aéroport. Aéroport qui est toujours régulièrement bombardé, je le rappelle. Oui, c'est pas la zone la plus froide du front, hein. Pas vraiment. Nous n'en dirons pas plus. On n'ira pas plus. Ces tirs ont fait 8 morts et 3 blessés parmi les soldats de l'armée de la République populaire de Donetsk durant la semaine écoulée. Et au total, du 1er au 9 février, 94 personnes, dont 49 civils et 4 enfants, ont été blessés en RPD. Et au cours de la même période, 42 personnes ont été tuées, y compris 4 civils. Voilà. Pas beau le bilan, hein, pas vraiment. Non, mais ça se paiera un jour, hein, parce que là, ça devient... Enfin, on peut pas admettre que ça continue éternellement comme ça, hein, c'est évident. Non, ça c'est clair. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 12 habitations à Zaïtsevo, Yelenovka, Nikolaïevka, Krutaya Balka, Yassinovataya et Gorlovka. Au niveau redéploiement, près du front, en violation des accords de Minsk, les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont repéré les armements suivants. Près de Gorlovka, 2 pelotons de canons automoteurs et 1 peloton de mortier de 120 mm. Près de Donetsk, une compagnie de chars d'assaut, une batterie de mortier de 120 mm et 2 pelotons de lance-roquettes multiples grades. Ah bah tiens, non. Hein, ouais. Et près de Mariupol, un peloton de canons automoteurs et un peloton de chars d'assaut. Bon, clairement, on voit pas de désescalade. Même le Seker, qui jusqu'ici était resté extrêmement... on va dire prudent, au vu de l'escalade de la situation, a fini par faire un article cette semaine qui conclut dans le même sens que ce que j'ai dit, à savoir que ça va péter. Ça va péter parce qu'il y a tous les ingrédients pour. Ouais. Et que, effectivement, l'escalade, là, même si on a cette espèce d'accalmie temporaire, c'est le calme avant la tempête. Ça n'est que le calme avant la tempête. Ouais.
La question, c'est quand ça va repartir. Donc on peut se dire qu'ils vont laisser descendre un peu et puis nous réattaquer par surprise au moment où on va s'y attendre le moins, où ils attendent que les gars baissent la garde. Je pense que ça se fera d'ailleurs, s'ils attaquent, ça se fera de toute façon partout sur la longueur de l'ensemble du front. Mais d'ailleurs lors de l'escalade récente, on a bien vu, ils ont non seulement attaqué vers Avdiivka, ils ont fait une tentative dimanche vers Debaltsevo, il y a eu une aggravation vers Debaltsevo, ils ont tenté dans le sud vers Kominternovo-Sakhanka de nouveau, ils essayent par tous les côtés, et donc il y a un moment où ils vont relancer une grosse offensive, comme ce qu'ils avaient tenté contre Avdiivka à plusieurs reprises, et ça va dégénérer. Les autorités ukrainiennes sont acculées, ils n'ont pas d'autre solution. Ouais. Il y a une telle pression maintenant pour un Maïdan 3.0 sauce nazie, les nationalistes ayant posé un ultimatum à Poroshenko, il a jusqu'au 20 février pour annoncer des législatives anticipées, des élections législatives anticipées. Ouais. Faute de quoi, ils lui ont promis de... Mais... à Kiev. Ouais. Mais... est-ce qu'il n'aurait pas cédé déjà parce que, d'après un article de l'Humanité, le chef de la police ukrainienne serait un nationaliste néo-nazi? Bon, ça avait été fait il y a un petit moment, ça avait été fait il y a un petit moment, c'était l'année dernière. Oui. Mais même comme ça leur suffit pas. Ils considèrent, eux sont vraiment des acharnés qui veulent reconquérir le Donbass par la force. Donc, pour eux, Poroshenko est un mou. Ils vont sont des forces avec lesquelles les autorités ukrainiennes actuelles ont joué pour monter au pouvoir et qui vont finir par les déposer de ce même pouvoir avec la même facilité avec laquelle ils l'ont mené au pinacle. Ce n'est qu'une question de temps. La question c'est le quand, c'est pas si, c'est quand en fait. C'est forcément imminent parce que l'économie ukrainienne ne pourra pas tenir 6 mois de plus, vu comme elle est partie. L'économie ukrainienne, c'est un désastre. Donc, dans la lignée de cette conclusion, l'armée ukrainienne a décidé à poursuivre ses provocations. Donc cette semaine, on a fait plusieurs annonces de risques de provocation qui ont été découverts par les services de renseignement de la République populaire de Donetsk, entre autres d'attaques sur le propre territoire, enfin sur le territoire qui est contrôlé par l'armée ukrainienne, comme cette attaque planifiée contre Mariupol à coups de lance-roquettes multiples Grad. Donc la veille de cette annonce, les unités ukrainiennes avaient déjà tiré sur la localité de Sartana qui est sous leur contrôle, là aussi avec des Grad, heureusement sans faire de victimes. Voilà, le fait qu'on ait divulgué publiquement partout ce qu'ils allaient faire, ça a stoppé la machine et ça a empêché qu'ils mettent leur petit plan merdique à exécution. Oui. Donc, ça a sauvé des vies. Oui, justement. Pourquoi le fait de divulguer la vérité, c'est pas juste brasser du vent, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Le fait de partager, de faire savoir, ça permet de démonter ce genre de false flag en préparation. Parce qu'à partir du moment où le secret a été vanté, s'ils font leur merde après, on peut dire oui, mais on avait prévenu qu'ils allaient faire ça. Donc ça fait tout tomber à l'eau. Pareil, d'autres informations indiquaient la préparation par les unités des forces armées ukrainiennes dans la nuit du 10 au 11 février de tirs d'artillerie contre Gorlovka, Debaltsevo et Dokuchaevsk, afin comme d'habitude d'accuser l'armée de la RPD et aussi de foutre le bordel juste après les funérailles du colonel du commandant Givy. L'armée ukrainienne a aussi miné la coquerie d'Avdiivka, certainement en vue de commettre un acte de sabotage qui aurait des conséquences désastreuses sur le plan humain et écologique, et pas que pour le Donbass, parce qu'il y a quand même pas mal de produits chimiques qui se trouvent sur cette usine. Tous ces plans foireux ayant été exposés publiquement, ils ont renoncé à ces derniers, puisque la magouille était éventée, mais c'est pas ce qu'ils vont nous inventer après, quoi. Mais effectivement, tu fais extrêmement bien d'insister sur ce plan-là, parce que beaucoup de gens se disent ah oui, mais vous avez annoncé ça, puis ça s'est pas produit. Alors d'abord, ce qui est très important, c'est qu'on ne s'appelle pas Madame Soleil, toi comme moi. C'est simplement, enfin moi, Monsieur Soleil, évidemment, mais c'est simplement, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que un gangster ou un criminel en général déteste que son plan soit éventé.
Et évidemment, s'il a la bêtise de le réaliser, il est d'autant plus identifié ensuite comme étant l'auteur. Donc effectivement, le secret est quelque chose de fondamental dans l'exécution d'un false flag. Hein. Alors après, ils peuvent toujours mentir en trafiquant les enquêtes, etc. Mais avant que le false flag se produise, s'il est éventé, il est par définition cuit, inutile. quoi. Il est inutile. Ouais, il est inutile. Voilà. Donc c'est ce qui a empêché ça, mais on voit bien, ils ont tiré sur la localité de Sartana, qui est dans la région de Mariupol. Donc ils avaient l'intention de... Voilà, ça a échoué, ils n'ont pas fait de victimes, donc ils ont dit, on va tirer sur Mariupol, quoi. Bah, what the fuck, hein, les gars. Ouais. Jusqu'au moment pour ceux qui pensent que c'est énorme, faut pas oublier que ils sont pas à une saloperie près. Oui. Ils ne sont pas une saloperie près, puisque cette semaine fut surtout marquée donc, par l'assassinat mercredi matin du commandant du bataillon Somalie, donc Mikhail Tolstich, donc surnommé Givi, qui était quand même un héros de la République populaire de Donetsk très connu. Il a été tué, semble-t-il, par un tir de lance-roquette incendiaire Shmel alors qu'il se trouvait dans son bureau. Mais l'équipe d'enquête envisage aussi la possibilité de la pose d'un engin explosif. Ils ont pas fermé toutes les possibilités, mais ce qui était, on va dire, de prime abord, en tout cas, la piste privilégiée, c'est celle du Shmel. L'un des conseillers du ministre de l'Intérieur ukrainien, Skiriak ayant déclaré le 4 février que Givi serait le prochain à mourir après Motorola, et vu que ce sont les autorités ukrainiennes qui tiraient quand même bénéfice de la mort de ce commandant légendaire, sans compter la méthode d'élimination typiquement terroriste, tout ça indique clairement que ce sont les services de sécurité ukrainiens qui sont responsables de cet assassinat, peut-être aidés par des services secrets de certains de leurs patrons, qui ont une longue expérience dans le domaine du soutien et de l'entraînement de terroristes. Et on retrouve cycliquement, pratiquement les mêmes méthodes pourries qu'en Syrie avec les terroristes. Alors, est-ce que, parce que c'est le même commanditaire, bon... Déjà, ces gens ont tiré leurs conclusions. Voilà, c'est ça, on laisse chacun... Laisse chacun juger et utiliser son cerveau tout seul, mais personnellement, quand je vois les mêmes méthodes utilisées sur les deux théâtres d'opération... Oui, ça fait des récurrences un peu insistantes quand même. Voilà, c'est un peu bizarre. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Ces funérailles ont eu lieu hier matin, avec environ 55 000 personnes qui se sont déplacées malgré le froid mordant, parce que j'ai quand même du moins 10 le matin, pour lui rendre hommage. Donc il y a quand même eu 55 000 courageux qui sont venus. Donc c'est que les gens étaient motivés quand même, y compris beaucoup de personnes âgées qui ont fait la queue pendant très longtemps, parce que franchement la file d'attente pour pouvoir rentrer donc dans le hall de l'opéra où se trouvait son cercueil, la file s'est étirée à un moment sur une bonne partie de l'avenue Artioma. Donc qui est quand même l'avenue principale de Donetsk. Donc des gens, beaucoup de personnes âgées étaient là en train de faire la queue, les fleurs à la main, en train de pleurer pour pouvoir se recueillir sur son cercueil. Je veux dire, par moins 10. Et c'est téméraire, Et c'est téméraire parce que ils assistent à des obsèques en sachant que la partie adverse, c'est-à-dire les Ukrainiens, qui sont d'infâmes salopards, parce que là il faut quand même appeler un chat, auraient très bien pu faire comme ils ont fait d'ailleurs à ADFK, je crois, entre ADFK et Donetsk, sur le rond-point, le fameux rond-point vers le passage. Où ils ont tiré entre Makeyevka et Donetsk, ce rond-point où ils ont tiré au lance-roquettes multiples ouragans. Il y a eu d'ailleurs 2 tirs au loin qui se sont fait entendre pendant que les gens faisaient la queue, donc entre 10h et midi. Mais ça n'a pas fait bouger les gens, ils sont restés à leur place et puis ils ont continué à faire la queue. On mettra le lien de la vidéo des funérailles dans la description. Donc Givi a été enterré au cimetière de Donetsk, juste à côté de son ami et frère d'armes Arsène Pavlov, alias Motorola. Donc voilà, ils étaient comme des frères dans la vie et on les a enterrés comme des frères dans la mort. Ils sont côte à côte. Ils payent très très cher ces héros, ils payent très très cher. Il reste presque que le président de la DNR maintenant qui... Il reste, Alexandre Zakharchenko et puis quelques autres, mais effectivement, ce énième assassinat montre bien que l'Ukraine est un État terroriste. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Zakharchenko, qui a demandé à la communauté internationale de placer l'Ukraine sur la liste des organisations terroristes.
D'ailleurs, la preuve, c'est que la dernière technique en date des snipers ukrainiens, c'est de laisser traîner des cadavres ou des traces de sang sur la neige près de nos positions pour pousser nos soldats à aller voir et leur tirer dessus ensuite. Oui, c'est courageux, hein. Toujours la Voilà. même méthode, tirer dans le dos, une spécialité néo-nazie, fasciste, terroriste, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Voilà, donc on a eu 2 soldats blessés comme ça à Spartak, donc là, ils ont mis en garde sur ce genre de méthode. L'armée, la RPD a tenu à alerter sur cette méthode particulièrement abjecte. Ah oui, c'est ça. Niveau situation politique, accord de Minsk, OSCE, bon bah l'OSCE qui a encore loupé une occasion de redorer son image. Hein. Oui. Hein, puisque après l'escalade récente, les autorités de la RPD ont soumis un plan de désescalade de la situation qui a bien sûr été rejeté par Kiev, mais surtout qui a été superbement ignoré par l'OSCE. Ouais. Voilà. Oui, forcément. C'est Edouard Bassourine qui a révélé mercredi que Kiev avait rejeté le projet de règlement dans le Donbass proposé par la République populaire de Donetsk, mais que l'OSCE l'avait également ignoré. Donc je le cite, après avoir passé toutes les concertations, le projet documenté a été remis au commandement ukrainien pour ratification. Quoi qu'il en soit, Kiev l'a rejeté et a complètement ignoré l'initiative de la République. Bassourine a ajouté que le chef adjoint de la mission de l'OSCE en Ukraine, Alexander Houg, avait refusé d'intervenir en médiateur dans les négociations, en ignorant lui aussi notre initiative. Voilà. Et après, ils se plaignent que... Et à part ça, il est neutre, il est objectif, tout ça. Ouais. Hein, donc, ce projet de trêve qui visait à normaliser la situation le long de la ligne de front, prévoyait entre autres une cessation complète des hostilités, l'éloignement des parties de la ligne de contact, enfin le retrait, et l'accès de la mission de l'observation de l'OSCE au lieu de stockage du matériel militaire, ainsi que l'instauration d'une zone sans armes, donc vraiment démilitarisée, dans un rayon d'1 kilomètre autour de la station d'épuration de Donetsk. Donc suite à la médiatisation de ce refus de l'OSCE, il semble que l'organisation a décidé de soutenir finalement cette initiative. Hein, comme quoi, quand on médiatise leurs conneries, ils se mettent à faire leur boulot. C'est un petit peu leur mettre la tête dans la cuvette des toilettes, si tu me passes l'expression. Hein, parce que à un moment donné, s'ils sont confrontés à leur propre lâcheté sur le plan médiatique, ils sont un petit peu obligés de changer de fusil d'épaule, si je puis dire, parce que sinon ça confirme bien tout ce qu'on a dit. Mais voilà, le fait qu'ils se bougent qu'une fois qu'on leur met le nez dans le caca, ça prouve aussi bien quand même que y a un problème avec cette organisation qui se dit neutre et impartiale et qui ne l'est pas du tout, qui ne fait son travail que quand on leur met le nez dans leur propre merde. C'est quand même lamentable. C'est vraiment. Ah oui, mais c'est ça où les laisser aller dépenser leur salaire au Banana Café avec les cocktails et compagnie. Hein. Voilà, donc on n'a pas vraiment le choix, quoi. Hein. Au rayon, on va dire politique aussi, mais on va dire autre diplomatie, le consulat général du Venezuela à Naples, en Italie, a exprimé sa solidarité avec les résidents de la République populaire de Lugansk et de Donetsk, qui ont affirmé leur droit à l'autodétermination. Cela a été indiqué dans la lettre envoyée par le consulat à la Fédération des syndicats de la République populaire de Lugansk. Les syndicats ont précisé que la lettre avait été signée par le consul général de la République du Venezuela à Naples, Amarilis Gutiérrez Grafe. Depuis plus de 2 ans, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk défendent de façon héroïque et résolue leur droit à l'autodétermination et à la souveraineté de la région. Et aujourd'hui, les hommes, les enfants, les femmes, les personnes âgées continuent d'être exposés quotidiennement aux bombardements sanglants conduits par le régime de Kiev. Donc là, le Venezuela accuse clairement. Hôpitaux, écoles, jardins d'enfants, usines, mines de charbon et autres infrastructures ont été détruits, ce qui a un impact négatif sur la vie quotidienne des gens, dit la lettre. Nous souhaitons faire appel à tous les pays du monde pour promouvoir la paix. Comme nous l'ont appris nos dirigeants exceptionnels Simon Bolivar et l'éternel commandant Hugo Chavez, la lutte pour la paix, la liberté, la justice sociale et la dignité de tous les peuples opprimés ne peut être réalisée que dans l'unité, l'unité et l'unité. Bon, comme on peut le voir, là les marques de soutien officielles commencent à sortir du monde russe et commencent à apparaître de manière visible. Donc il y a un changement de ce côté-là. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que effectivement, là, on commence à voir un petit peu de partout venir de partout de la planète de plus en plus de marques de soutien
Parce que évidemment, là, on est allé très très loin quand même, hein, et je pense que malheureusement, on ira encore plus loin dans quelques semaines ou dans quelques jours. Donc, il y a un moment donné, c'est aussi ce qui coince un petit peu Washington, parce que déjà, c'est plus aussi unanime que sous Obama, hein, parce que Trump est peut-être pas non plus très chaud pour qu'une guerre mondiale commence dans le Donbass, hein. Donc, Voilà. mais il Pour a la l'instant, CIA. les signaux de la part de Trump sont assez bizarres pour le Ouais. moment. Je pense qu'il combat la CIA, puisque la CIA a toujours manifesté, je dirais, une forme extrême d'indépendance vis-à-vis du pouvoir de Washington, Voilà, au point même bon, que... il y a eu la déclaration à l'ONU sa représentante. On a eu de l'autre côté une interview qu'il a fait à Fox News où il a dit, écoutez, moi j'ai pas de preuve d'implication de la Russie dans le machin. Donc il est allé à contre-courant en fait de ce que racontait sa représentante. Enfin c'est assez étrange. Hein. Ça souffle le chaud et le froid. On sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Là pour le moment c'est un peu. À moins qu'il ait choisi des collaborateurs qui ont donné l'impression de suivre sa politique et qui avaient l'intention de faire volte-face à un moment donné stratégique. Parce que ça s'est déjà vu, hein. Mais effectivement, ça laisse dubitatif parce que c'est assez contradictoire. Maintenant, reste que, à mon avis, la CIA est très, très probablement, ou même certainement, un ennemi déclaré de Trump, parce que la CIA a toujours montré une indépendance vis-à-vis du pouvoir de Washington, au point même que certaines fois on a pu penser que c'était Washington qui était aux ordres de la CIA. C'est ça, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Donc voilà. Là, il y a une guerre aussi intestine qui est... Intestine, voilà, qu'il faut gérer, mais qui malheureusement a des impacts ici, quoi. Si on regarde le point de vue économie, chose un petit peu positive. La Poste du Donbass a lancé un système de transfert de fonds entre la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Donc, basé sur le réseau des postes, en fait, des bureaux de poste qu'il y a en RPD et en RPL, ce système permettra de transférer de 100 à 15 000 roubles avec une simple pièce d'identité, donc passeport. Les frais de transfert sont de 20 roubles jusqu'à 1000 roubles transférés, puis au-delà de 20 roubles plus 1,5% de la somme envoyée. De son côté, la Banque centrale de la République populaire de Donetsk travaille aussi à une solution similaire afin de permettre les transferts vers la République populaire de Lugansk directement via le compte en banque pour ceux qui en disposent. Puisque je rappelle que les gens, entre autres, la plupart des retraités, ont un compte en banque auprès de la Banque centrale de la République populaire de Donetsk sur lequel est versée leur retraite. Oui, heureusement, parce que c'est pour pallier aux défauts manifestes du versement des retraites par les autorités de Kiev quand même. Hein. Voilà, en violation de toutes les lois internationales, d'un jugement d'une cour de Kiev qui a condamné les autorités ukrainiennes. Voilà. Bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, on continue dans les conneries. Hein. Et après, il pleure sur le fait qu'il veut récupérer le Donbass. Il va peut-être déjà commencer par payer ce que vous devez. Ouais. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, bon, on parlait de tout ce qui est mouvance néo-nazie et compagnie. Oui. L'Ukraine qui s'illustre encore et toujours, avec une blogueuse qui a appelé à gazer les Russes ethniques, sans être inquiété le moins du monde. Hein, bon. Oui, bah. C'est affligeant. C'est affligeant. Hein. Dans n'importe quel pays civilisé, elle aurait été poursuivie en justice et mise en tôle. Donc c'est une nouvelle manifestation de néonazisme à l'ukrainienne. Hein. Oui. Mais après, la presse mainstream occidentale nous dira que c'est de la propagande pro-russe. Hein, de dire que... Ben, bien sûr, voyons. Hein. Donc cette charmante jeune femme a lancé des appels à brûler les Russes ethniques dans les chambres à gaz et à les écraser avec des chars. Hein, voilà, c'est ce qui est apparu sur son blog du site ukrainien correspondant.net. Donc depuis, elle a retiré sa saloperie. Hein. Bon, faut dire que il y en a qui l'ont encouragé dans sa connerie, mais il y en a qui lui ont aussi un peu tapé dessus dans les commentaires. Donc elle a fini par enlever sa merde, mais ça apparaît toujours dans le cache de Google. Donc elle avait sorti « Où est notre respect de nous-mêmes ? Pourquoi n'écrasons-nous pas avec des chars les Russes ethniques qui résident sur notre sol ?» Ouais, bah tiens. Voilà, écraser avec des chars les Russes ethniques, hein, tout va bien. Pourquoi ne pas commencer enfin à les brûler dans les chambres à gaz ? Oui, bah... donc c'est demandé cette nana qui est quand même responsable d'une chaîne de magasins de télécommunications ukrainiens. De son petit nom, Yana Potichniak. Voilà. Oui. Donc Yana, bravo, franchement, c'est classe, il n'y a pas à dire.
Ouais. On croirait sorti ces On déclarations. remplacerait Russes ethniques par Juifs. Je suis sûr que le centre Simon Wiesenthal sautait sur l'occasion. C'est clair. Là, c'est clair. Hein, c'est clair. je crois que là, on avait la LICRA, le CRIF, le centre Simon Wiesenthal, on avait toute la clique. Peut-être pas Gros, BHL. c'est des Russes, on parle de Russes, là, tout le monde s'en fout. Ouais. Peut-être pas BHL, parce que BHL ne dit qu'il n'y a pas de nazis. Non, voilà. Là, ça lui aurait posé un petit problème de cohérence avec les conneries qu'il raconte. Ouais. Donc cette charmante jeune femme a en outre appelé à punir pénalement ceux qui manifestent de la sympathie et apportent leur soutien aux Russes ethniques, à proscrire la langue russe au niveau national et à exhumer les Russes enterrés en Ukraine pour les incinérer. Mais c'est des méthodes nazies, je veux dire, historiquement, il y a des choses comme ça qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que bon... Il faut attribuer une responsabilité, je la cite, il faut attribuer une responsabilité pénale pour la sympathie à l'égard des Russes, pour les tentatives de leur accorder n'importe quelle aide, médicale, juridique et autres. Il est grand temps de suivre l'exemple de la Lettonie et de délivrer des cartes d'identité d'occupants pour les Russes ethniques. Fin de citation. Alors là, ça c'est évidemment monstrueux, mais ça c'est un truc qui est très important que tu viens de dire là. Elle aurait dû fermer sa gueule à la limite, parce que dans les années 90, la Russie a quand même laissé les pays baltes prendre leur indépendance. Mais il y en a qui se demandent pour quelle raison la Russie a des propos des fois un petit peu acerbes vis-à-vis des pays baltes. Mais ce que vient de dire cette femme corrobore tout à fait l'idée que à l'intérieur des pays baltes, les autorités ont un comportement qu'on s'appelle de... c'est de l'apartheid, c'est-à-dire dans les pays baltes, les citoyens d'origine russe sont des citoyens de seconde zone. Discriminés. Beaucoup n'ont même pas de véritable pièce d'identité, n'ont pas la citoyenneté, alors qu'ils sont nés là. Enfin, je vais dire, faut arrêter les conneries. Oui. Ils sont privés d'un bon nombre de leurs droits de ce fait. Voilà, donc c'est de la discrimination. Donc c'est de l'apartheid, c'est vraiment un régime d'apartheid comme ça a pu exister en Afrique du Sud. C'est une honte totale, je veux dire, et c'est au cœur de l'Europe. Je rappelle que ces pays-là sont membres de l'Union européenne. Et ça gêne pas l'Union européenne. Là par contre, ça gêne pas la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Ça gêne personne. Mais à part ça, il n'y a pas de double standard et nous sommes en démocratie. Tout va bien. Voilà. Merci d'avoir fait cette parenthèse parce qu'effectivement, elle démontre à quel point les autorités européennes, c'est une imposture en termes de droits de l'homme. C'est de l'hypocrisie totale, c'est vraiment des faux culs. Voilà. Donc je pense que ce qui a dû aussi la marquer pour la pousser à supprimer son torchon, c'est que certains ont ironisé sur le fait que ce texte russophobe était écrit en russe. Voilà. Entre autres, il semble Tatiana Montian, l'avocate dont on parlait, qui a dit quel texte émouvant, de manière ironique, surtout parce qu'il est écrit dans un russe parfait. Ah oui, ils sont pas à une contradiction près. Non. Je rappelle que c'est à ce genre de peuple que l'Union européenne veut ouvrir ses portes, puisque Juncker a promis cette semaine que d'ici l'été, le régime sans visa serait établi pour les Ukrainiens. On rappelle comme ça fait un petit moment que l'Union européenne balade l'Ukraine avec ce serpent de mer sans jamais tenir ses promesses. Je rappelle que si ce régime est mis en place, je sais pas en fait où l'armée ukrainienne va recruter ses futurs soldats, parce que tous ceux qui le pourront, ils vont partir en Europe. Ah oui, c'est clair, oui. C'est évident, Là, je veux dire, faut même pas chercher. Ouais, absolument. D'ailleurs, après la victoire de Trump, les autorités ukrainiennes sont un peu sous stress. Et résultat, après avoir interdit d'entrer Marine Le Pen sur son territoire après ses propos sur la Crimée, Kiev a décidé de parler avec elle justement à propos de la Crimée. Donc, ils ont le sens de l'humour à Kiev. Donc ils te bannissent du territoire, mais bon, on voudrait quand même vous parler, quoi. Il croit que Marine Le Pen est adepte du sadomaso, je sais pas. Donc le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavel Klimkin, a déclaré qu'il avait l'intention de rencontrer la candidate à la présidentielle française, Marine Le Pen, afin de la pousser à revoir sa position concernant la Crimée. Un coup de document made in Ukraine, bien sûr, concernant, je cite, leur action sur la Convention sur l'interdiction de la discrimination raciale. Oui. Ils sont très forts. Je rappelle quand même ce que j'avais annoncé dans un précédent CITREP, c'est-à-dire ce projet de loi de retirer leur statut de langue régionale à toutes les autres langues que l'ukrainien en Ukraine, donc y compris le russe, qui est quand même
une langue majeure en Ukraine. Hein. Oui, bah donc, oui. Voilà, donc c'est véridique. Hein. Ils ont fait une convention sur l'interdiction de la discrimination raciale, hein, avec des nénettes là comme la Yana machin chouette là qui te sort qu'il faut gazer les Russes ethniques, Oui. leur loi anti-langue russe, tous les propos ouvertement nazis des autorités en Ukraine. Bon, moi je sais plus si je dois rire, pleurer ou sortir la Kalachnikov. Oui, c'est vrai que ça reste, c'est paralysant comme constat, ouais, effectivement. Là, franchement, enfin, l'Ukraine devient le pays de toutes les fantasmagories, de toutes les chimères, tous les trucs inimaginables. Et ben, ça existe en Ukraine. Faut plus à une contradiction près. Hein, écoute. Moi, je pense que aux frontières, on devrait retirer les pancartes Ukraine marquées hôpital psychiatrique. Ouais, je pense aussi. Ça serait peut-être plus exact. Ouais. Voilà. Je m'excuse auprès des citoyens ukrainiens qui ont toute leur tête, mais oui. Franchement, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, franchement, on se demande comment les gens font pour pas se révolter contre ça, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. La Russie, d'ailleurs, qui ose de plus en plus le ton contre Kiev. Oui. On a pu voir une rhétorique de plus en plus dure de la part de Lavrov, de la part de Poutine, oui. De Maria Zakharova. C'est pas après que les autorités ukrainiennes aient déclaré vouloir faire de nouveaux tests de missiles près de la Crimée que ça va s'arranger. Non, c'est clair. Est-ce que c'est de simples manœuvres ou de nouvelles provocations, on sait pas trop. Mais ils prévoient donc de mener de nouveaux tirs d'exercice tout près de la péninsule de Crimée. Oh là là. Ils cherchent la merde. Hein. Ah bah c'est bien. Hein, bien même. Les autorités de la péninsule ont appelé Kiev à cesser de jouer à la guéguerre. Oui. Hein, donc il semble que l'armée ukrainienne a programmé pour l'année 2017 des tirs d'exercice de systèmes de missiles Buk M1 sur le polygone de Yagorlik dans la région de Kherson, qui est frontalière avec la Crimée. Donc on ne sait pas encore la date exacte de ces tirs. Oui. Mais les autorités de la Crimée n'ont pas tardé à réagir. Je cite, « Il est temps d'arrêter les tentatives provocatrices des autorités ukrainiennes de déchaîner un conflit. Il est grand temps de couper court à leur jeu de guéguerre près des frontières de la péninsule », a déclaré Remzi Ilyasov, le vice-président du Parlement criméen, qui a souligné que la population de la Crimée était bien protégée. La Russie est en mesure de protéger ses citoyens. Bon, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas si ça leur retombe sur la gueule. Hein. Oui. Bon, un peu ça va, mais à haute dose. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Hein. Oui, c'est clair. Hein, donc on parlait plutôt d'ailleurs du côté terroriste de l'Ukraine, hein, qui devrait être mise sur la liste à côté de l'État islamique. Bon, ça a été confirmé par l'arrestation en Russie, dans la région de Rostov-sur-le-Don, d'un mineur ukrainien. Donc quand je dis mineur, je parle d'un gamin, hein, de moins de 18 ans. Ah, mais Daesh aussi fait ce genre de truc. Daesh aussi, ouais, ça fait un autre petit parallèle avec l'État islamique. Hein. Oui, oui. Un gamin donc, de 17 ans qui préparait des attentats terroristes à Rostov. La première audience a eu lieu le 14 février. Donc un citoyen ukrainien de 17 ans est venu à Rostov, a contacté l'opposition locale hors système. Bon, c'est-à-dire... les trous du cul qui font moins d'1% et qui rêvent de renverser Poutine. Il a préparé des engins explosifs en fait pour mener des attaques terroristes lors d'événements de masse dans le centre-ville. Donc les autorités ont déclaré qu'il voilà une dangereuse bande de diverses forces destructrices, y compris des forces ukrainiennes, qui s'allient avec les opposants hors système pour faire péter la situation à l'intérieur du pays. Selon les données de ce représentant, l'année dernière, les services secrets russes ont détecté et évité 40 préparations d'attaques terroristes avec des nationalistes ukrainiens impliqués. Ah ouais. 40 tentatives en un an. 40. Est-ce qu'à un moment, les gens pourraient pas se réveiller un petit peu quand même. Ce responsable a dit aujourd'hui, l'activité terroriste soutenue par le gouvernement ukrainien est l'un des événements les plus dangereux, non seulement pour le Donbass, mais aussi pour la Russie, et qui ne disparaîtra pas de lui-même. En outre, l'impunité crée l'illusion de la possibilité de commettre des crimes encore et encore. Donc, faut s'attendre à de nouvelles tentatives. Des gamins de 17 ans, quoi. On va s'arrêter où, là ? La babouche 80 ans. Hein. Et ici, dans le Donbass, on a eu ça. Hein. Il y a eu des gamins ici qui ont été arrêtés, qui avaient fait des attentats, qui avaient fait péter des rails près de Yassino Vataya, justement, qui avaient été recrutés par le SBU. Tiens, évidemment. Ça en dit long quand même sur ce qu'est l'État ukrainien. C'est un État terroriste qui a rangé au même niveau que Daesh, l'État islamique. Voilà. Tout à fait.
Et donc pendant ce temps-là, à Kiev, parce que cette fois on en a un, ils sont de retour, ou plutôt cette fois c'est pendant ce temps-là à Tcherkassy. Bon. Donc on parlait de la tentative de brider la langue russe, et c'est justement ça qui s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle rixe entre députés ukrainiens. Donc à peine le président du Parlement ukrainien, monsieur Andrei Paroubi, je rappelle fondateur du parti Svoboda, anciennement Parti national-socialiste d'Ukraine, donc parti nazi d'Ukraine. Donc, ce charmant monsieur qui a exhorté les députés à ne parler que l'ukrainien. Donc juste après ça, une rixe a éclaté dans un conseil régional en raison de l'emploi du russe. Donc c'est à Tcherkassy, là où il y a un parlement d'une région du centre de l'Ukraine, que ce conseil régional s'est transformé en ring de boxe, en pleine prise de parole devant les députés, du directeur du complexe hôtelier Dniepr, Boris Lebetsov, qui a refusé de s'exprimer en ukrainien en précisant qu'il lui était plus confortable de parler en russe. Cette décision a irrité le député Yuri Botnar du parti nationaliste Svoboda dont je parlais précédemment, c'est mon parti nazi d'Ukraine. Donc ce charmant député hautement démocrate, n'est-ce pas, s'est précipité vers ce pauvre monsieur Lebetsov et ils ont commencé à se taper dessus, quoi. Voilà, c'est très... Ceux qui pensaient que l'Ukraine finirait un jour rapidement à se réunifier ont la réponse ici. Je pense que c'est définitivement... Donc, lors de la veille de cet incident, quand Andrei Paroubi avait appelé les parlementaires à intervenir uniquement en ukrainien, le parti bloc d'opposition avait considéré que cette exigence créait un risque de schisme au sein du pays. Je veux mon neveu. C'est bien ça qui a déclenché la guerre ici il y a bientôt 3 ans. Je veux dire, c'est remettre une couche de conneries sur une sacrée couche de conneries. Je veux dire là, quand même. Donc suite à ça, donc justement les membres du bloc d'opposition ont exhorté le parquet général à donner son évaluation sur ces décisions, ces déclarations. Qui font suite à ce projet de loi qui prévoyait de retirer leur statut aux langues régionales, dont le russe. Je rappelle qui est quand même la langue native, c'est-à-dire celle que les gens parlent, on va dire spontanément, qui est vraiment la première langue qu'ils apprennent de plus d'un tiers du pays. Et dans le Donbass, on monte à 70-80%, quoi. C'est pas une langue marginale. Donc on voit bien que ces projets de loi et autres conneries du même tonneau vont provoquer de nouvelles tensions, de nouveaux problèmes, alors que l'Ukraine, comme on le disait, est dans une situation économique catastrophique. Le FMI ayant refusé de verser une nouvelle tranche tant que l'Ukraine ne revoyait pas son système de retraite. J'ai vu sur un média ukrainien qui semble qu'ils vont baisser leur froc, les Ukrainiens, donc ils vont faire ce que le FMI leur demande. Bien, au bout d'un moment, ils arriveront au bout de ce que les gens peuvent accepter. Donc, et ça va très très mal se finir. Donc, moi je vois une évolution de la situation qui est pas positive. On a une légère accalmie. Mais pour moi, c'est le calme avant la tempête. D'ici le 20 février, ça risque de déraper parce que Poroshenko va avoir cet ultimatum des nazis ukrainiens qui va arriver à terme. Donc, pour sauver ces miches quelques semaines de plus, déclencher une grande offensive qui va occuper ces mêmes nazis sur le front, les envoyer se faire exterminer contre nous, et puis occuper aussi la population pour qui pensent au fait qu'ils sont pas contents de la situation, ça sera l'idéal. Donc, de toute façon, ça n'est qu'une question de temps. Plus l'horloge avance, plus le temps tourne, plus l'Ukraine est acculée financièrement. Donc, à un moment, ça va éclater. Non pas parce que les autorités ukrainiennes croient en une hypothétique victoire. Faut arrêter de planer. Je veux dire. Ça fait bientôt 3 ans qu'ils essayent, ça fait 3 ans qu'ils se prennent des culottés sur des culottés. C'est pas demain qu'ils vont gagner, même sans intervention de la Russie, même si c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à se prendre en fait une peignée, ils cherchent à se prendre une défaite dans la gueule en fait, déjà parce que comme j'ai dit, pendant que les nazis et l'armée sont sur le front, tous ces oligarques peuvent continuer comme Poroshenko à piller le pays. Sous prétexte de guerre et à s'en mettre plein les poches.
Ça leur permet de sauver leur tête pendant quelques semaines parce que ça occupe les nazis et la population. Et puis une fois que la défaite sera consommée totalement, leur armée en déroute, etc., ça leur permettra de se poser en victime, ce qu'ils font depuis 3 ans, en nous serinant cette histoire d'agression russe qui n'existe que dans leur tête. Et alors si en plus ils arrivaient à obliger la Russie à intervenir, alors là c'est cerise sur le gâteau. Donc le but des autorités ukrainiennes n'est pas du tout d'obtenir la victoire, même s'ils font fanfaronne qu'ils vont conquérir le Donbass par la force et machin patin couffin. C'est de la merde. C'est juste pour essayer de motiver la chair à canon. Parce que la chair à canon elle est pas très motivée. Ça se comprend. Donc c'est tout. C'est tout. Mais ils vont au-devant d'une défaite sanglante et les autorités au plus haut niveau à Kiev le savent très bien. Ils le savent très bien. Mais ils ont besoin de lancer cette offensive. La question, c'est quand ? Et ça, je ne sais pas répondre. Ça va dépendre de plein de paramètres, aussi bien internes à l'Ukraine que internationaux. Voilà, si demain Trump fait une déclaration fracassante en disant finalement on a analysé les données concernant le Donbass et puis c'est Kiev qui est responsable, je pense que ça va entraîner un sacré vent de panique à Kiev. Oui, parce qu'en plus il l'a dit. En plus il a dit qu'il comprenait rien de ce qui se passe en Ukraine. Donc le jour où il va avoir les bonnes informations, je pense qu'il y en a un qui va avoir le siège éjectable particulièrement proche de fonctionner, si je puis dire. Donc mais voilà, donc l'Ukraine va aller vers une défaite, elle va aller vers une scission, c'est inévitable. Maintenant, ils sont allés tellement loin. Là, j'ai accompagné donc un journaliste français ici. On a été entre autres à Zaïtsevo où il a pu interviewer des gens qui sont sous les bombardements ukrainiens. Et qui lui disent mais retournez dans l'Ukraine, donc jamais. Et c'est très rigolo parce qu'il avait demandé donc à son traducteur de demander voilà si vous aviez la possibilité de choisir, est-ce que vous voudriez retourner dans une Ukraine fédérale, une DNR LNR indépendante ou intégrer la fédération de Russie. Et le traducteur lui avait dit non mais le premier choix tu peux même carrément l'oublier quoi. Il dit oui mais pose la question quand même. Et les personnes interrogées lui ont tous dit mais le premier choix c'est même pas envisageable. Jamais. Comment vous voulez qu'on retourne sous le drapeau d'un pays qui a essayé de nous assassiner, qui nous a bombardés délibérément en sachant parfaitement que c'était des civils qui visaient. Ah oui, c'est pas possible. Aucun doute, c'était bien donc le divorce est consommé. Il y a que les chancelleries occidentales pour ne pas vouloir voir que la réaction logique, saine, intelligente que devrait avoir l'ONU et toutes ces instances-là, ça serait de reconnaître ou de refaire faire un référendum comme celui qui a été organisé en 2014 ou de valider celui qui a été fait et de laisser la DNR et la LNR être indépendantes et décider toutes seules de ce qu'elles veulent faire par après. Je dirais là, essayer de s'acharner à vouloir hurler à l'invasion russe et à exiger que la Russie restitue les territoires qui sont soi-disant occupés par l'armée russe. Enfin bon, faut arrêter la drogue les mecs, c'est mauvais pour vos neurones. Faut arrêter les conneries. À un moment, vous ne pourrez pas obliger la population d'ici à vivre de nouveau sous le drapeau d'un pays qui a tenté de les génocider. Faut arrêter. C'est de la débilité à l'état pur. C'est du débilisme, comme disent les Russes. Donc voilà, si vraiment à un moment, il faudrait que toutes ces instances qui ont été créées pour ça se réveillent et arrêtent d'appliquer le double standard. Et il n'y a que comme ça qu'on arrêtera ce conflit. Les accords de Minsk ne seront jamais appliqués. Oui, c'est clair. Là, c'était une très belle tentative, mais c'est impossible. Il y a des forces autodestructrices au sein de l'Ukraine, comme tous ces bataillons nazis, etc., qui ne laisseront jamais faire. L'Ukraine, pour moi, va éclater au moins en 3 morceaux. C'est-à-dire l'Ukraine de l'Ouest, une espèce d'Ukraine centrale autour de Kiev et toute la Novorossia, toute la partie est-sud-est du Dniepr. Donc, mais de toute façon, l'Ukraine va éclater. Le problème, c'est que plus les chancelleries occidentales
maintiennent leur délire d'unité territoriale de l'Ukraine, plus on fait souffrir la population, non seulement dans le Donbass, mais en Ukraine aussi, puisque ça maintient au pouvoir des autorités qui sont complètement corrompues, qui sont bien pires que ce qu'était Yanukovych, dixit les Ukrainiens eux-mêmes, hein, et qui mettent leur population dans un état de misère incroyable. Et toutes les chancelleries occidentales se rendent complices de ça. Voilà. Je conclurai là-dessus. Donc on va voir combien de temps cette accalmie va durer, mais très sincèrement, je pense pas que ce sera très très long avant qu'ils nous fassent une tentative. Puis c'est une accalmie relative, hein, parce qu'ils continuent de bombarder quand même, hein, pas avec la même intensité. On n'est pas à 10 bombardements par jour, hein, on était encore quand même à plus de 400 la nuit dernière, et dont 129 en quelques heures, quoi. Hein, donc, et ça a bien tiré, c'était du lourd, hein, on l'entendait depuis le centre-ville. Donc... Voilà, la suite au prochain épisode. Oui, le 28e Citrep, dans une semaine. Dans une semaine. Voilà, je te dis bonne soirée Tom. Merci à toi aussi Christelle et à bientôt dans une semaine. Donc, dans une semaine. Au revoir. Ciao.